Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafal. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la Somalie. Il est intitulé « Somalie-Somaliland, la difficile réunification ». Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM notre confrère de la presse privée, Mourana Touarabi. Nous serons également accompagnés durant ce numéro par Ahmed Kateb, ancien journaliste et actuellement chercheur en sciences politiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. La bienvenue à vous. Alors messieurs, l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord entre Addis Abeba et la région somalienne séparatiste du Somaliland, prévoyant la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte somalilandaise, a remis le dossier somalien au devant de la scène. Il a ravivé les tensions entre Hargeisa et Mogadiscio. Le gouvernement somalien avait immédiatement dénoncé un accord illégal, une violation de sa souveraineté, équivalente, dit-il, à une agression. Le Somaliland s'est, rappelle-t-on, proclamé indépendant en 1991, sans être à ce jour reconnu par la communauté internationale. Une partie de cette même communauté internationale ne s'interdit néanmoins pas de faire du business avec les autorités de ce territoire de la Corne de l'Afrique. Ahmed Kateb, si d'abord nous faisions un peu d'histoire. Aujourd'hui, la Somalie, pays de la Corne de l'Afrique, de quelques 637 657 km², est peuplée de 17 millions d'habitants, est considérée comme un État failli. Il est devenu, au fil des temps, l'une des principales zones grises du continent. Comment ce pays, qui a pourtant tout pour être un pays prospère, se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Il est pratiquement fragmenté, et donc il a sa région septentrionale qui est le Somaliland, qui est pratiquement un État qui, dans les faits, est pratiquement indépendant. Vous avez l'autre région du nord-est aussi, qui vient juste après le Somaliland, c'est le Puntland. Il est autonome, mais qui fonctionne aussi comme un État à part entière. Et vous avez le reste des... on rappelle que la Somalie est un État fédéral. Donc il a cette région. Mais bon, l'État central en Somalie a du mal à tenir dans son giron tous ces pays. Et rappelons-le, la Somalie est depuis pratiquement son indépendance, depuis les années 60, pratiquement depuis 1960, en état de guerre perpétuelle. Oui, la Somalie est victime de sa propre perception qu'elle a d'elle-même. Pour un bref rappel, la République fédérale de Somalie est constituée des deux anciennes colonies, le Somaliland, donc la Somalie britannique, et la Somalia, la Somalie italienne, fédérées en 60. Et la Somalie, paradoxalement, est l'un des pays africains les plus nets, entre guillemets, ethniquement, constitué quasi majoritairement de l'ethnie Somalie. Et c'est là où ça pose plus tard problème, c'est que la Somalie, dès son indépendance, avait une ambition territoriale expansionniste. C'est-à-dire, l'ambition était de fédérer au sein d'un seul État toute la composante ethnique somalie, qu'elle soit au Kenya, qu'elle soit en Éthiopie, donc l'Ogaden, qu'elle soit en ce qui fut jadis la Somalie française, c'est-à-dire Djibouti, l'actuel Djibouti. Donc, et on retrouve la schématisation symbolique de cette ambition
dans l'étoile du drapeau somalien, l'étoile blanche, Oui. sur fond bleu, donc une étoile à 5 branches, Oui. la branche Somalia italienne, la branche Somaliland britannique, la branche Somalie française, la branche éthiopienne, donc l'Ogaden, et la branche kenyane. Kenyan. Donc on a le panisme somalien, Oui. le pansomalisme, Oui, oui. qui avait fonctionné comme idéologie, et pour rappeler également un autre fait important, et la Somalie et le Maroc se sont réservés par rapport à l'article 4 de la charte constitutive de l'OUA, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières héritées au lendemain de la colonisation. Ce Donc, sont les deux pays qui ont émis des réserves par qui ont rapport à émis cette des affaire. réserves, Ouais. et la Somalie a conduit de guerre contre l'Éthiopie, justement pour occuper l'Ogaden. Ça, c'était sous le règne de Siad Barre. Siad Barre, qui a fini par être renversé. Renversé en 91. Oui. Donc deux guerres. La Somalie a changé d'alliance stratégique. Elle était pro-soviétique. Elle est devenue Elle est devenue pro-américaine après le basculement de l'Éthiopie dans le giron soviétique. On rappelle que l'Union soviétique était à la fois alliée de l'Éthiopie et alliée de la Somalie, avant de prendre fait et cause pour l'Éthiopie. L'Union soviétique était d'abord alliée de la Somalie Oui. en 1974, C'est ça. après le renversement du Négus Haïlé Sélassié, Oui. donc le régime impérial qui était de fait pro-occidental. Oui. Le régime révolutionnaire éthiopien était marxiste-léniniste, Oui. donc pro-soviétique de fait. Renversement de situation en Somalie, donc on renverse l'alliance, Oui. la base de Berbera dans l'actuel Somaliland, Oui. laquelle a été entre guillemets louée pour 50 ans à l'Éthiopie, Oui. était une base soviétique que les Somaliens ont vite fait de transférer au profit des Américains. Oui. Donc ça, c'est pour un petit peu l'histoire longue. Oui. Mais pour revenir un peu, pour expliquer un peu la violence qui aujourd'hui caractérise ce pays, on peut très schématiquement dire que les soucis de l'Éthiopie remontent à la prise de pouvoir par Siad Barre, qui renverse un régime tu peux caractériser de démocratique. Il met en place un régime autoritaire. Sa gestion est caractérisée par la prédation. Et donc, lui-même a fini par être renversé. Renversé en 91. Et depuis 91, pratiquement, la Somalie n'a pas connu de répit. Et n'a pas surtout connu d'État central. D'État central, de prospérité, de d'administration, d'institutions qui puissent un petit peu tenir le pays. Oui. Et d'où le qualificatif, ou même c'est devenu un concept, la somalisation. Oui, c'est une somalisation. On a la balkanisation, ce qui concerne les Balkans, la fragmentation des États, Oui. mais il y a également désormais la somalisation, donc l'éclatement d'un pays Oui. en différents clans de guerre, seigneurs de guerre, qui se font la guerre, où il y a des combats quasi quotidiens. Donc, Donc, ça a commencé d'abord avec le président intérimaire Ali Mahdi Mohamed et la faction qui a soutenu le général Mohamed Farah Aidid, qui a tenu la dragée haute aux forces américaines. Mais en réalité, la guerre qui a opposé ces deux personnalités, en fait, renvoie à un conflit de clans. Ahmed Kateb, il faut dire que la Somalie est un pays tribal, est un clanique. pays est un pays clanique. Clanique, tout à fait. Où la rivalité entre les clans est terrible. Écoutez, on est toujours dans une logique traditionnelle. Oui. On est dans la logique de l'autorité, du pouvoir traditionnel, charismatique. Oui. Oui. Si on prend les idéotypes de Max Weber, Oui. on n'est pas encore entré dans l'ère de la modernité, Oui. donc dans l'ère de l'autorité rationnelle, moderne, établie autour d'institutions. On est toujours dans un pouvoir traditionnel et charismatique. Maintenant, le problème actuel a été accentué il y a pratiquement 15 jours. Pourquoi ? Parce que le Parlement fédéral a voté au profit
du régime présidentiel. L'instauration d'un régime présidentiel. Donc, une personne, une voix, Oui. directe. Oui, oui. Le Puntland, la région du nord-est, Oui, oui. s'est désolidarisé et a dit vouloir rompre carrément Oui. avec Mogadiscio. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une logique clanique. Exactement. On est dans une logique de clan, de chef de tribu, de consensus. Il y a un refus de l'État Il y a central. un refus endémique de l'État central. Donc, on peut dire, hélas, pour les Somaliens, qu'ils ne sont pas encore dans une logique de modernité politique. Oui. D'où la somalisation, la profusion de seigneurs de guerre, les chebabs d'un côté, Oui. et les différentes intrusions et interférences internationales. Merci Ahmed Kateb. Moukran et toi Rabi, là cette situation laisse penser ou laisse entrevoir une plus grande fragmentation de la Somalie. Est-ce que cela ne rend pas pratiquement difficile ou impossible la mise en place d'un État fédéral tel que souhaité par Mogadiscio? Effectivement, il y a un recul par rapport à ça. Le processus de mise en place d'un État fédéral est un long processus qui n'a pas réellement abouti, puisque la constitution actuelle, elle est provisoire avant l'amendement en mars dernier. Donc, il y a eu 4 chapitres qui ont été amendés par le Parlement somalien. De 2012 jusqu'à mars 2024, la Constitution était provisoire. Donc il y a eu beaucoup de travail, comme vous l'avez souligné. Il y a une lutte entre les clans, différents clans qui partageaient le pouvoir parce que c'était un suffrage. Donc les représentants du peuple étaient élus d'une manière indirecte. Donc c'était en quelque sorte des négociations entre les différentes factions, clans qui représentaient donc les différentes régions du pays. Aujourd'hui, on risque de voir justement encore une fois Puntland suivre le Somaliland, donc fragiliser encore davantage l'État central et hypothéquer tous les efforts qui ont été mis en place pour la réunification de la Somalie autour d'un seul État. La nouvelle constitution, c'est l'une des raisons pour lesquelles Puntland, le gouvernement autonome, parce que c'est des régions autonomes, il a clairement affiché sa volonté de s'autoproclamer comme un gouvernement indépendant de l'État central somalien. Oui, jusqu'à ce que la constitution actuelle soit revue, ou du moins la revendication première du Puntland, c'est l'élaboration d'une constitution consensuelle. Consensuelle, donc qui va Mais il y a consacrer... un rejet de l'État fédéral. Il y a un rejet de l'État central plutôt. L'État central, pas de l'État fédéral. Eux se considèrent comme étant une région qui fait partie de la Somalie, autonome, mais qui fait partie de la Somalie, contrairement aux Somaliens. Mais c'est le mode d'élection qui pose problème. Donc le régime présidentiel qui pose problème. Donc pour eux, on est toujours dans un fonctionnement de seigneurie, de seigneurs, de chefs de clan, de chefs de tribus, qui font le consensus, qui bâtissent, construisent le consensus. Donc, pour cette région, pour les dignitaires de cette région du Puntland, on est dans cette logique. L'élection au suffrage universel direct pose problème. Mais pourquoi le suffrage universel direct pose-t-il problème au C'est la représentation au sein du Parlement notamment. Est-ce qu'il y a une histoire d'intérêt? Il y a une histoire de représentation, il y a une histoire d'intérêt, il y a une histoire d'équilibre de pouvoir. D'équilibre, mais surtout également de présence symbolique. Si le citoyen somalien peut demain élire un citoyen lambda qui se porte candidat avec un programme, au détriment d'un seigneur, d'un chef de clan ou de tribu, cela posera véritablement un problème à la légitimité traditionnelle de ce chef de tribu. Donc pour eux, c'est une abomination que de basculer vers un système au suffrage universel, d'élection au suffrage universel, qui laminerait et le système tribal et clanique et les privilèges induits par un système ancestral comme celui dont on vient de décrire. Ahmed Kat, merci pour ces éclaircissements. Revenons un peu au cas du Somaliland. Donc, nous l'avons dit en introduction de l'émission, c'est un État qui s'est proclamé indépendant en 1991.
C'est vrai qu'il n'est pas reconnu internationalement. Alors, il y a un accord qui vient d'être conclu par les autorités du Somaliland et l'Éthiopie, à Addis Abeba, autour de l'allocation de 20 km de côte sur une vingtaine d'années, je crois. Une cinquantaine d'années. 50 ans. Une cinquantaine d'années. Bon, cet accord fait jaser à Mogadiscio, mais selon mes informations, c'est pas le premier accord qui a été conclu. Je crois qu'en 2017, le Somaliland a conclu un accord presque similaire avec les Émirats arabes unis. Donc aujourd'hui, il y a un peu une hypocrisie de la communauté internationale. Alors d'un côté, on ne reconnaît pas ce bout de territoire qui est situé au nord-ouest de la Somalie, mais pratiquement, il y a énormément de pays qui entretiennent des relations avec les Émirats, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Union européenne. Tout à fait. Mais c'est pas un État, c'est l'accord, Oui. les différents accords. Par exemple, celui avec les Émirats, porté autour de Alors, la permettez-moi gestion. juste de rappeler que l'accord signé avec les Émirats prévoyait la construction dans le port de Berbera d'une base navale et aérienne concédée aux Émirats pour 25 ans. Oui. Alors, en contrepartie, ces derniers s'engagent aussi à agrandir le port civil et à le gérer pendant 30 ans. Donc, on le voit, donc on a des accords concrets. Là, ma question, elle est toute simple, Ahmed Kateb. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de scénario à la sud-soudanaise, c'est-à-dire progressivement, petit mais sûrement, la communauté internationale va finir par reconnaître ce pays. Donc on est dans un processus de fragmentation qui est quand même assez avancé. On risque sérieusement de passer de la somalisation, donc l'effritement, à la balkanisation, donc à la création d'entités autonomes, semi-autonomes, puis indépendantes au sein qui sortiraient de l'État central, de l'État fédéral. Donc ça pourrait être un terme. C'est un risque réel, d'autant plus que pour le Somaliland, il s'adosse désormais sur l'Éthiopie, qui est le grand rival historique de la Somalie, et l'Éthiopie, qui est un État enclavé depuis l'indépendance de l'Érythrée, cherche par tous les moyens à avoir un débouché maritime. Donc la création d'un corridor via l'allocation du port de Berbera pour 50 ans risquerait justement de créer une situation irréversible, parce qu'après 50 ans, si l'accord venait à être concrétisé dans les faits, d'ici 50 ans, rien ne garantirait que Berbera puisse repasser sous le contrôle somalilandais et ou somalien. Donc le problème reste posé et il est sérieux. Le fait que Mogadiscio ne se soit pas scandalisé de l'accord de 2017 avec les Émirats, il faut le placer dans un contexte particulier, parce que Mogadiscio est tributaire de l'aide humanitaire, de l'aide financière, et les Émirats font tourner la planche à billets pour investir sur ce segment. Il y a les Émirats, il y a les Turcs également qui sont très présents sur le terrain. Et on voit que maintenant, parce que c'est l'Éthiopie, parce que c'est le grand rival historique, parce que ça pourrait peut-être gêner les Émiratis, que Mogadiscio est à la limite de la déclaration de guerre du casus belli avec Addis Abeba. C'est aussi votre point de vue, Oui, tout à fait. Donc, ce que vit actuellement la Somalie est lié à sa position géographique quand même, qui est dans une zone sensible pour le commerce maritime mondial. Vous vous souvenez donc des Chebab et tout ce qu'ils ont fait pour perturber un peu le transport maritime avec les agressions contre des bateaux. Aujourd'hui, la Somalie, il y a un héritage historique donc par rapport à son voisinage immédiat, Éthiopie en premier lieu, qui est justement un pays très ambitieux. Vous savez qu'il est dans les BRICS et il est donné pour être avoir la meilleure croissance économique en Afrique durant les 20 prochaines années. Mais qui a de gros problèmes financiers en ce moment. Il est presque en défaut de paiement.
Il est surendetté. Mais c'est un pays qui effectivement. s'est ouvert sur le monde. Il y a beaucoup de pays qui investissent là-bas. Vous avez cité déjà pour la Somalie, mais l'Éthiopie aussi, il y a beaucoup de multinationales qui s'installent là-bas. Ils ont besoin de ce débouché maritime qui est stratégique pour l'essor économique éthiopien et pour lequel apparemment ils sont prêts à sacrifier leurs relations avec la Somalie, avec l'État central. La preuve, donc, cet accord qui a été signé et le traitement réservé aussi au président somalien qui a quitté le dernier sommet de l'Union africaine avant même le début des travaux à cause d'une fouille non justifiée selon ce qui a été dit par le gouvernement somalien. Il y a cette rivalité qui attise donc un vieux conflit. Donc le Somaliland, ça date pas d'aujourd'hui. C'est aussi un héritage colonial parce que Somaliland était colonisé par la Grande-Bretagne et vous avez de l'autre côté l'Italie. En 60, ils ont décidé de fusionner. La Somalie a eu donc une histoire post-indépendance marquée par des tensions, des guerres et des coups d'État aussi. Qui ne lui a pas permis de façonner un système qui va pouvoir justement fédérer toutes les forces et tous les clans qui composent la société somalienne. Aujourd'hui, donc, effectivement, il y a un risque que la Somalie subisse le même sort que le Soudan, si ce n'est pas plus. Sachant que l'État central est un État fragile. Vous savez, un territoire, dans le problème du terrorisme, donc l'islam radical, donc, qui s'est traduit depuis 2006, c'est pas encore réglé au sud. Ils ont encore des difficultés donc, à juguler ce phénomène. C'est les Chebab. Vous savez, allégeance à Al-Qaïda. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a encore les forces de maintien de la paix de l'Union africaine qui sont sur place. Dans le cadre de l'opération Atmis, dont le mandat va expirer bientôt. Donc il y a des négociations par rapport à ça. Il y a des pays qui commencent à hésiter et sont réticents par rapport à la poursuite du financement. Alors, juste pour rappeler aux auditeurs d'Iféria FM que pour aider la Somalie à faire face à la menace terroriste, l'Union africaine, avec l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, a mis en place en 2007 ce qu'on appelle l'AMISOM. C'est la mission de l'Union africaine pour la Somalie. L'AMISOM, au fil des temps, c'est une mission qui était forte de 22 000 hommes. Et donc ces 22 000 hommes, c'est 22 000 soldats, composés de Gonda, de Bourandé, etc., ont été envoyés en Somalie pour stabiliser un peu la situation sécuritaire et endiguer la menace des Chebab. Donc cela dure depuis pratiquement 2007. Depuis 17 ans. Depuis 2007. Et donc cette mission AMISOM a évolué en ATMIS, d'accord. Et donc c'est vrai que depuis 2007, beaucoup d'avancées, beaucoup d'efforts ont été accomplis pour la stabilisation de la Somalie. Bon, il reste encore du travail, mais maintenant, l'armée somalienne commence progressivement à prendre le relais, donc les forces africaines commencent à se désengager progressivement. Il est prévu que d'ici 2025-2026, toutes les forces africaines auront quitté la Somalie. L'Union africaine veille à ce que le départ des troupes africaines ne crée pas un vide sécuritaire en Somalie. Mais bon, comme vous venez de le dire, la menace terroriste, elle est encore présente aujourd'hui. Mais pour revenir maintenant, à la question du Somaliland, je crois même que le Somaliland a accepté de louer 20 km de ses côtes à l'Éthiopie en contrepartie de la reconnaissance par l'Éthiopie de l'indépendance de la Somalie. Mais ce qui est incroyable, c'est que, Ahmed Kateb, on a l'impression que tout le monde maintenant se fait à l'idée qu'un jour ou l'autre, le Somaliland va être indépendant. Je dis ça parce qu'en 2007, l'Union africaine a même envoyé un ministre des Affaires étrangères au Somaliland. Même l'Union africaine, je pense qu'elle est un peu dans
Vous ne pensez pas que... On n'est pas dans une politique de fait accompli. Maintenant, pratiquement tout le monde... Les Somalilandais jouent cette carte, Oui. celle du fait accompli. Oui. Le fait que l'Union africaine ait envoyé un ministre des Affaires étrangères ne veut pas dire qu'il y a une Oui. reconnaissance de fait, Non, de facto. oui. Mais bon, ça pourrait être des discussions exploratoires, une mission Oui. de bons offices entre Oui. Hargeisa et Mogadiscio. Le Somaliland actuellement joue à fond Oui. la carte de sa position géostratégique. Oui, Donc il contrôle Bab el-Mandeb, Oui. le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb. Et depuis les attaques de Ansarallah contre les navires battant pavillon israélien ou les navires en direction d'Israël pour un petit peu soutenir la résistance de la bande de Gaza, on voit que même la piraterie somalienne du côté puntlandais et somalilandais a repris. Oui. Donc il y a justement cette équation, il y a ce fait stratégique très important et les autorités d'Hargeisa tentent par tous les moyens de créer justement un fait accompli, Oui. location pour 50 ans de 20 km de côte plus le port de Berbera, Oui. contre la reconnaissance de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui abrite le siège de l'Union européenne, Oui. l'Union africaine. L'Union africaine. L'Éthiopie désormais membre des BRICS. L'Éthiopie poids lourd démographique au sein de l'Afrique, puissance émergente et résiliente de la Corne de l'Afrique. Donc tous ces atouts pourraient un petit peu pencher à la faveur de la création d'un effet irréversible, d'une situation irréversible, soit la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland. Oui. Les Somalilandais posent la question pas en termes de cession ou de séparatisme, parce que pour eux, ils étaient colonisés par les Britanniques, tandis que la Somalia était italienne. Oui. Et les deux régions ont eu leur indépendance. Oui. Le Somaliland a existé déjà au début comme un État indépendant. D'ailleurs, Avec un système politique différent de celui du Sud. parlementaire, de Pratiquement type l'État britannique. démocratique. Et puis le deal, le consensus entre les deux parties ayant constitué la République fédérale de Somalie était que le président soit de la Somalia et le premier ministre du Somaliland. Oui. D'ailleurs, Siad Barre a renversé Oui. le Premier ministre qui, en 91, a proclamé l'indépendance du Somaliland. Oui. Donc le Somalilandais qui était au pouvoir à Mogadiscio, En 69. qui lui-même a proclamé l'indépendance de la région en Assez 91. cocasse. Une situation assez cocasse. Assez cocasse et assez symbolique, disons. Oui, oui. Le leader renversé qui proclame un fait accompli après le renversement Et de celui qui Je l'a... pense que la remise en cause Oui. du système fédéral va encore attiser justement cette volonté de Tout à se fait. séparer définitivement. Ils vont mettre les moyens pour tenter de trouver la reconnaissance internationale. international. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, chers amis. Mkolane Touarabi, Mogadiscio, qui est le garant de ce grand territoire que notre ami Ahmed Kateb vient d'appeler Somalia. Quels moyens aujourd'hui à Mogadiscio ont les autorités somaliennes pour éviter un plus grand émiettement de la Somalie et pour éviter aujourd'hui qu'elle ne perde un ou deux États autonomes? Sans l'aide internationale, ils n'ont pas les moyens. Le Somaliland, c'est un État de facto, de fait sur le terrain, et contrôle, l'État central ne contrôle pas ce territoire. Il est totalement sous le contrôle du gouvernement somalilandais. Donc c'est un territoire perdu pour la Somalie pour le moment. Par quels moyens la Somalie va demain prétendre récupérer ce territoire? À l'heure actuelle, telle qu'il est, la Somalie actuellement n'a pas les moyens, l'État somalien n'a pas les moyens de récupérer ce territoire. Et même la communauté internationale joue contre l'État somalien. Les intérêts, justement, jouent contre la Somalie. Oui. Les intérêts des uns et des autres. Nous avons cité l'Éthiopie et d'autres pays, effectivement. Mais Ahmed Kateb, le dernier mot, mais alors c'est le dernier parce que nous avons dépassé allègrement le temps qui nous était imparti.
pourquoi on n'entend pas beaucoup l'Union africaine sur le cas somalien? Bon, l'Union africaine a envoyé des troupes, il y a une mission de l'Union africaine sur place, elle a sauvé pratiquement, elle a extirpé la Somalie des griffes du terrorisme, mais sur les dossiers politiques, sur le Somaliland, sur le Puntland, on ne l'entend pas beaucoup. Le problème de l'Union africaine actuellement, c'est la faiblesse dans la création et la promotion des normes. Oui. On est en déficit. L'Afrique peine à créer des normes. On a vu lorsqu'il s'agissait des pushs, des coups d'État, il y a la déclaration d'Alger de 99, mais dans les faits, on exclut l'État pour quelques mois et puis on le réintègre et c'est tout. Donc ce n'est que pur formalisme. Donc l'Union africaine peine à faire entendre sa voix dans plusieurs dossiers, et notamment le dossier somalien, parce qu'il n'y a pas véritablement de normes africaines pour pouvoir imposer une résilience et une aide africaine consensuelle, consolidée pour aider l'État somalien. Merci beaucoup Ahmed Kateb pour vos éclairages, vos analyses. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la barre technique, il y avait Wissam, et à la réalisation Khaled. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.